19 h. Yarana, merci de nous rester fidèles. À la une de l'actualité ce soir, un plan de transition alimentaire pour une alimentation saine, durable et surtout moins coûteuse. Le plan de transition alimentaire doit pouvoir l'offrir aux Polynésiens, mais cela aura un coût qui reste encore inconnu. Diminuer le nombre d'élus à l'Assemblée de la Polynésie est-elle une bonne idée? Oui, selon certains partis politiques qui l'utilisent en argument de campagne. Non, pour d'autres, au nom de la productivité. Une question que nous poserons à nos invités politiques de ce jeudi soir. Tevei Paya Hoiori représente le Tavini Huir Atira. Maxime Hawata, lui, défendra Heiura les Verts. De la sueur et des sourires au festival scolaire pour clore la semaine olympique et paralympique. 400 enfants ont couru dans les montagnes d'Opunhau. Il a été initié en septembre 2021, impulsé par la crise Covid que le pays avait traversée. Le plan de transition alimentaire 2024-2034 est prêt. Son but, procurer aux Polynésiens une alimentation accessible financièrement, saine et durable. Aucun chiffre pour l'heure sur son coût, mais il devrait permettre, entre autres, d'accompagner les familles dans la production de fruits et légumes, à l'image des kits solidaires proposés par la Chambre de l'agriculture. Sibel Plichard, Patrick Sing-Sing. Des salades, des poivrons, des tomates, au milieu des voitures et à quelques encablures de la zone industrielle de Tipeerui, Titeina maîtrise parfaitement l'art du potager. C'est un petit plus pour moi, quoi. Voilà, parce que non seulement tu peux manger avec et tu peux le vendre, tu vois. Tu peux aussi avoir de l'argent avec ta sueur, même si c'est pas grand, mais c'est un grand travail et c'est ta sueur que tu vois. Ces premiers kits solidaires ont été distribués il y a 6 mois aux familles volontaires sous conditions de ressources. De la capitale à la presqu'île, 44 foyers se sont lancés. Mais il en reste encore 256. À l'entrepôt de la Chambre d'agriculture, Rava prépare les semis et l'engrais bio. On fournit, ça s'appelle fournit le grillage de 25 mètres carrés, les bois pour les jardinières, la terre, les fer-tors, les piquets, les fûts. Dans le fût, il y a de la mélasse, du IM, de l'engrais de poisson déjà prêt. Le grand saut à titre individuel et collectif. Lors du dernier Conseil des ministres, l'avant-projet de plan de transition alimentaire sur 10 ans a été dévoilé. Pas encore chiffré, il présente quelques mesures, comme la mise en place de plans d'alimentation communaux, la création d'une banque alimentaire ou l'accompagnement des familles dans la production de fruits et légumes. Ce spécialiste de la permaculture attend de voir. Un plan annoncé comme ça, à la veille des élections, j'ai tendance à prendre un peu de recul par rapport à ça. Et je me dis que peut-être il y a d'autres façons de s'y prendre. Plutôt de libérer la créativité, de permettre que les projets se réalisent. Que les projets ils existent, il faudrait simplement plutôt les faciliter sans nécessairement avoir besoin de financer ou de subventionner les choses. Adrien, lui, espère obtenir des facilités pour bénéficier de semis. Après 4 ans de labeur dans cette pente envahie par les acacias, il a vu ses efforts récompensés. Ça nous a aidés à s'unir entre nous, la population de Tipeerui, à travailler ensemble et de ne pas dépendre. En attendant la mise en place de projets d'envergure, la Chambre d'agriculture propose une formation gratuite le 11 avril pour fabriquer son propre engrais de poisson. Sachez par ailleurs que le pays souhaite intégrer l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une demande en ce sens a été formulée à Nandi lors de la Semaine de l'agriculture du Pacifique. La FAO s'emploie à porter assistance aux pays vulnérables pour combattre les troubles alimentaires les touchant. C'est une guerre sans merci que se livrent depuis quelques années les opérateurs de téléphonie mobile en Polynésie. Souvenez-vous, en janvier 2022, Vini décide de couper l'itinérance de Vodafone aux îles sous le vent. Résultat, les abonnés ont été privés de réseau téléphonique. Plus d'1 an plus tard, la société de Patrick Moux riposte et propose la 4.5G. On écoute le PDG au micro de Hiti Manaki.
On n'a pas eu le choix, puisqu'on a été coupé. Puisque Vini nous avait coupé, Onatel nous avait coupé, en nous forçant à investir. Il y a un intérêt général à essayer d'optimiser les réseaux dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de population. Pour les îles où il y a de la bataille, effectivement, Bora, même Rayatea, ok, allons-y, il n'y a pas de problème. Autre avancée pour les Raromat Ey, le Hawaii, un navire capable de transporter 1700 tonnes de marchandises. Il sera mis en service dans l'archipel à la fin du mois d'avril. Si la desserte maritime continue de prendre de l'essor, le métier de marin n'attire pas les foules, au grand regret des armateurs. L'un d'eux répond à Patrick Sing Sing. Il faudrait qu'il y ait plus de matelots en Polynésie, que le métier soit attractif et promu, qu'on fasse une belle promotion de ce métier qui est passionnant et qui est indispensable pour la Polynésie. C'est vrai que j'ai eu des difficultés à équiper le navire, à armer le navire de marins, de recrutement. Et voilà, j'ai dû recruter en métropole. Les marins aujourd'hui sont de plus en plus rares. J'ai même des retraités qui m'ont envoyé leur CV, pour vous dire. Et donc il faudrait que les Polynésiens soient formés, mais c'est vrai que c'est difficile. Il faudrait que l'école maritime puisse former davantage de marins. Et sachez que le Hawaii Kinui sera remplacé en 2025 par le Hawaii Kinui 2, dont la capacité sera multipliée par 2. Nous poursuivons avec de la politique en ouvrant notre rubrique consacrée aux élections territoriales. De 57 élus de l'Assemblée à 45 pour certains, de 57 à 39 pour d'autres, la bataille du qui dit mieux pour convaincre l'électorat est lancée. Mais encore faut-il savoir qui dit vrai, notamment sur l'économie que pourrait rapporter la diminution du nombre de représentants. On voit cela avec Chiquita Teiva et Patita Savea. Réduire à 39 le nombre de représentants à l'Assemblée, le slogan du parti Aheria Purinitia promet ainsi une économie de 700 millions par an. Un argument purement politique selon Jean-Christophe Bouissou. Dire qu'on va pouvoir remplacer le 1% CPS par cette économie qui va représenter grosso modo 3 milliards de francs sur 5 ans, c'est un peu tromper la population. Pour quelle raison ? D'abord, premièrement, il faut modifier la loi organique, le statut de la Polynésie française. Réduire donc à 39. Deuxième chose, c'est demander au président de la République d'accepter l'inscription au fait de ce dossier, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit au Sénat, pour que la modification de la loi organique puisse se faire. Et si par extraordinaire, comme disent les avocats, cela a été rendu possible, faut-il encore l'appliquer que lors du prochain mandat ? Autre frein à cette idée, la diminution des membres à l'Assemblée pourrait impacter la représentation des îles au sein de l'hémicycle. C'est un calcul qu'il faudra faire. Globalement, nous souhaitons effectivement réduire le nombre de représentants, mais il faut se rappeler qu'en 1984, il y avait 41 représentants à l'Assemblée. Donc nous ne serons pas loin de ce chiffre-là. Surtout réorganiser le travail des représentants et faire en sorte que tout le monde participe à l'élaboration des lois, au vote du budget, parce qu'on constate aujourd'hui que quand il y a des grandes majorités, finalement, une grande partie des représentants ne travaillent plus. Un sujet soutenu par Moete Broderson, sauf que pour ce dernier, réduire le nombre d'élus ne sauvera pas les comptes publics. Il y a deux solutions. Soit on réduit le nombre de représentants sans changer le système électoral, en maintenant la prime majoritaire. Et si on réduit le nombre de représentants, ça va encore accentuer finalement la prédominance du parti qui gagne les élections à l'Assemblée. Ça va encore accentuer ça. À l'inverse, si on réduit le nombre de représentants et qu'on introduit la proportionnelle pour trouver une forme de pluralité au sein de l'Assemblée, on risque de se retrouver à nouveau face à l'instabilité qu'on a connue de 2004 à 2013. Et nous avons mis en fait comme mesure préalable à toutes ces réflexions, que ce soit sur la réintroduction de la proportionnelle ou la réduction du nombre de représentants, une mesure qui est de nature à maintenir la stabilité, c'est l'élection du président au suffrage universel direct. En clair, 39 élus à l'Assemblée de Polynésie, ce n'est pas encore pour demain. Et nous accueillons notre première invitée, Tevei Payahoy Ureyarana. Merci. Tous les téléspectateurs. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous êtes professeur des écoles et numéro 5 sur la liste de la section 1. Il y aurait, selon le Tavini Huir Atira, une crise de confiance entre le peuple et le politique. Et pour le parti, l'une des principales solutions serait de remettre le respect au centre de l'action politique.
Temat Le Gaïk qui a été choisi tête de liste en partie grâce à une pétition selon Tahiti Info. Est-ce que c'est respecter la démocratie au sein du Tavini selon vous? Alors vous savez, le parti du Tavini Huiratira est un parti démocratique. Donc c'est un parti où les échanges se font, il y a des discussions qui peuvent être animées. Et c'est ça aussi la démocratie, c'est-à-dire de pouvoir justement proposer des personnes. Le plus important pour nous, c'est de proposer des personnes légitimes et qui peuvent justement apporter leur soutien, leur compétence, on va dire, pour la population. C'est le plus important. Donc il y a eu un vote, malgré cette pétition, il y a eu un vote au sein du Tavini pour choisir Temat Le Gaïk? Alors non, il n'y a pas eu de vote dans le sens où c'est un conseil fédéral qui va dire, qui va orienter, qui va choisir la liste. La tête de liste. Est-ce qu'avec tous les remous qu'il y a au sein du parti ces derniers jours, ce n'est pas une cocotte minute qui siffle et qui va exploser à un moment? Oh, personnellement, je ne pense pas. Bien au contraire, justement, c'est là l'intérêt justement de la démocratie, c'est de pouvoir justement avoir des échanges. Et c'est très important les échanges justement en démocratie, je pense. Dans votre programme aussi, vous précisez que vous allez supprimer la contribution pour la solidarité dite TVA sociale. Dans une interview accordée à Tahiti Info le 18 mars dernier, Anthony Géros expliquait, je cite, « On ne peut pas juste faire un effet d'annonce en disant « je vais retirer la taxe sociale », fin de citation. Même parti, mais deux discours. Est-ce que cela montre là qu'il y a deux courants de pensée au Tavini? Non, il n'y a pas de courant de pensée au Tavini. Ce qu'il faut savoir plutôt, c'est que l'objectif du Tavini est clair, c'est-à-dire que nous sommes contre les taxes injustes. Et celle-là en est un exemple, pardon. Et donc la contribution pour la solidarité, c'est 9 milliards de francs. Selon le Tavini Huiratira, où et comment trouver un système de financement rapide pour combler les trous de la CPS? Alors, pour le Tavini, il s'agit, on va dire, d'aller dans le fond, c'est-à-dire une refonte fiscale qui serait importante et qui pourrait justement compenser et revoir justement cette suppression-là de la TVA sociale. Donc ce serait de mettre des taxes sur d'autres produits, sur d'autres services? Alors, pas forcément, mais justement de trouver un consensus, justement, de trouver, on va dire, la meilleure solution. Ne pas oublier que, justement, comme Mouetel le disait, ce sont des vases communicants lorsqu'on parle de fiscalité. Mais là, justement, c'est trouver l'intérêt premier, c'est la population. Donc là, réellement, trouver, s'asseoir et chercher les solutions nécessaires pour une refonte fiscale en faveur de la population. Et que répondez-vous au Tapura Huiratira qui explique que la TVA sociale n'est pas la cause de l'inflation? Oh, vous savez, l'inflation, pour ma part, c'est un mot assez grand. Lorsqu'on parle d'inflation, on va parler de l'extérieur du pays. Ici, on va dire que, pour moi, c'est un sujet qui est, on va dire... Vous allez de toute façon au Tavini supprimer cette TVA sociale si vous êtes élu. Sur l'emploi maintenant, vous voulez favoriser l'accès au CAE aux plus défavorisés, mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont inefficaces ou ils sont utilisés à des fins politiques selon certains partis. Est-ce que le Tavini envisage de le remanier? Alors effectivement, donc nous avons proposé dans le programme donc des CAE étudiants, donc qui peuvent être jointes avec la bourse. Et donc le but étant, l'objectif premier de ces CAE étudiants, c'est clairement de lutter contre le syndrome qu'on appelle 15 ans d'expérience avant de pouvoir être embauché. D'avoir un CV donc. C'est ça. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous allons remanier ces CAE. Et le but, comme je le disais tantôt, premier, c'est de pouvoir justement bien favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes. Et l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir répondu à nos questions. L'emploi était un sujet défendu aussi par la colistière de la section 3 du Tavini Huiratira. Le parti veut encourager l'entrepreneuriat. Écoutez. Ce que propose le Tavini Huiratira dans son programme, c'est d'initier l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est de créer elle-même de l'emploi. Et que nous, dans notre programme, c'est de favoriser tous les dispositifs que l'on peut mettre en place pour, bien sûr, aider ces jeunes à mettre en place
leur propre entreprise. La discussion, elle a été amenée sur la mise en place ou le renforcement des dispositifs sur les ateliers relais. Donc, mettre en place des ateliers relais pour mettre en place des dispositifs, des infrastructures, afin d'aider ces jeunes-là à monter leur propre entreprise. La cuisine, le fa'abou, production du miel. Il y a plusieurs, métiers que l'on peut développer, entreprises que l'on peut développer dans le secteur privé. Et avant d'accueillir notre second invité, nous nous intéressons à la culture. La Polynésie manque-t-elle de politique culturelle? Oui, si l'on en croit certains professionnels du monde artistique dans le milieu de la danse et des arts, les aides existent, mais ils réclament surtout, c'est la promotion et la reconnaissance des métiers. Les explications de Caroline Farid, Nicolas Suir et Marcel Bonneau. Véritable vivier de la culture polynésienne, le Centre des métiers d'art délivre 2 diplômes reconnus par l'État. Aujourd'hui, son directeur, habitué du franc-parler, estime que le pays manque cruellement de politique culturelle et espère la reconstruction de l'établissement. Une vraie politique culturelle commence par savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on valorise, comment la diffuser et où sont la place des jeunes. On a fait reconnaître nos diplômes au niveau national. Maintenant, la deuxième partie de l'évolution de cet établissement, c'est la reconstruction du Centre des métiers d'art pour qu'elle soit ouverte au plus grand nombre. Pour les élèves du centre, qui ont tous un projet d'avenir, il y a encore à faire pour la culture et notamment pour la langue. Je dis que la politique, elle fait assez de bonnes choses en matière culturelle, mais je pense qu'on peut plus s'y impliquer et plus mettre la population un peu plus dedans. Comme la langue peut-être aussi, on entend moins parler le tahitien par exemple. Le plus important, ça serait de promouvoir notre culture mais au plus jeune âge. Parce que moi, le pourquoi je ne connaissais pas ma culture, c'était parce que j'en avais jamais entendu parler réellement. Ma langue à l'école, c'était pas vraiment mis en avant. La culture polynésienne, c'est aussi la danse. Simone Grand a collaboré par 3 fois au Heiva Tahiti en tant qu'auteur. Elle estime que les artistes ne sont pas considérés à la hauteur de leur valeur. Je connais des chefs de groupe qui, 4 ans après le Heiva, sont toujours en train de rembourser leurs dettes. Pour être un chef de groupe, il faut qu'il soit entouré de commerciaux, de gestionnaires, d'économistes. Enfin, c'est plein de talents qui sont exigés. Et on balance quelques subventions comme ça avec un profond dédain. Marguerite Lai, responsable de la troupe au Tahiti, en sait quelque chose. Son problème récurrent, les lieux de répétition. Les lieux de répétition que nous avons, beaucoup de gens râlent. Nous pouvons résoudre ce problème. Il faut qu'on s'assied autour d'une table avec le gouvernement, quel qu'elle soit, pour qu'on discute. Autre problème, le vandalisme sur les voitures qui a repris durant les répétitions. On nous a déjà cassé une voiture la semaine dernière. Devant la Socredo, c'était en pleine lumière. Donc ça suffit de faire que notre pays devienne un pays où les gens ne peuvent plus, où ça devient le bordel complet. Stop! Contre vents et marées, au Tahiti ouvrira au mois de juillet le Heiva 2023. Et nous accueillons à présent le représentant du parti Heiura Les Verts, Maxime Hawata Yarana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Vous êtes retraité de la fonction publique et tête de liste de la section des Tuamotu Ouest. Donc, alors on vient de l'entendre, manque de reconnaissance, de politique culturelle, manque de considération, manque de lieux de répétition pour les troupes de danse. Comment Heiura Les Verts peut répondre à tout ça? Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, le respect. Chacun se respecte, toute chose sera mieux organisée. Dire que le gouvernement doit faire des choses, beaucoup de choses il doit mettre en place. Par exemple? Par exemple, qu'il y ait des lois pour dire que ceux qui viennent de l'extérieur, c'est ceux-là qui respectent toutes les répétitions, tout ce que Marguerite est en train de dire, c'est surtout les métropolitains qui viennent ici et qui respectent. Ça commence aussi les Polynésiens. Ce qui m'intéresse moi, c'est les Tuamotu.
Mais vous êtes normalement là ce soir pour parler des marquises, mais avant on voulait avoir l'avis de Hayoura Liver donc sur la culture. Est-ce qu'il ne manquerait pas un lieu pour les groupes de danse pour qu'ils puissent répéter pour se préparer au Heiva? Il y a combien de groupes qui dansent tous les ans? Une vingtaine. Il faudra une vingtaine de lieux pour que tous ces groupes s'entraînent. Et cela n'est pas, par exemple, dans votre programme. Pour vous, ce n'est pas une priorité? Si, c'est une priorité. Mais il faut commencer par les écoles. Si c'est bien organisé dans les écoles, ce qui suivra après, ça sera organisé. Toujours sur la culture, Hayoura Liver souhaite créer des espaces associant environnement, biodiversité et connaissances traditionnelles. Pour Hayoura Liver, la culture se limite à ça uniquement? Non. La culture, c'est la vie. Il faut vivre sa culture, il faut vivre son environnement et il faut vivre sa langue. C'est ça la culture, ce n'est pas uniquement ce que vous venez de dire, non. Et l'apprentissage se fait dès l'école maternelle? Dès l'école. Il faut vivre. Et donc un mot sur la réduction du nombre d'élus à l'Assemblée, qui est un argument de campagne pour vos concurrents. Comment se positionne Hayoura Liver? Ça ne nous intéresse pas, ça. Ce qui nous intéresse, c'est la formation, c'est l'éducation. Imaginez un peu notre pays. On va parler des marquises. Notre pays, c'est un immense désert aquatique avec des oasis. Et nous n'avons même pas un lycée de la mer. Les marquises veulent un lycée de la mer. Il y en a un à Taravot. Et à Taravot, c'est les protestants qui ont mis en place. Un lycée professionnel, c'est le reste un lycée professionnel. Oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas tout dedans. Donc c'est ce qui manque ici, c'est ce que vous souhaitez mettre en place. La mise en place du lycée de la mer pour tous les métiers. Il y a plus d'une centaine de métiers là-dedans. Nos enfants, aujourd'hui, prenons nos Polynésiens, ils ne savent même plus pêcher le trao. Ils ne savent même plus pêcher le trao. C'est une honte. Alors, nous avons été gérés par l'État français depuis presque 250 ans. Et nous avons été gérés par nos statuts d'autonomie interne sur 40 ans, à peu près 40 ans, depuis 1984, notre statut. Ce statut est obsolète. Donc vous voulez changer tout le système? Il faut revoir notre statut et il faut mettre en place nos objectifs pour les 20 ans qui viennent. Nous voulons que la création immédiate d'une lycée de la mer qui nous permettrait d'utiliser tous nos potentiels, tous nos produits naturels pour pouvoir, parlant de l'ETM, par exemple, l'énergie thermique des mers. Ce lycée regrouperait tous les... Ce lycée, il faut bien qu'il y ait un début. Qui sont reliés à la mer. Reliés à la mer, qui va jusqu'en bac, qui va au BTS, qui va des études supérieures, qui nous sortiront des ingénieurs, qui nous sortiront des spécialistes. Mais comment est-ce qu'on finance cet établissement? Comment on a financé la CPS? Nous, on a une idée. Au-dessus de notre tête, il y a les satellites, il y a les avions qui passent. Quand tu vois au pays, au Tonga, presque 60% de ses revenus viennent du ciel. Donc et nous, on a 0 franc. Qu'est-ce qui ramasse tout ça? C'est l'État français. Notre espace est beaucoup plus grand que la France. Notre espace, c'est l'Europe tout entière. Et nous n'avons aucune redevance. Merci beaucoup, Maxime Hawata. Votre temps est écoulé, mais vous aurez encore l'occasion de défendre votre programme dans nos émissions. Mais avant, demain, l'invité café, les représentants des partis suivants sont ceux-là, donc le Amwiteir Aoutenun Maohi, le Tapurahuir Atira et enfin Ahereya Purinitia. Ce sera à partir de 7h. Voilà qui met un terme à notre page spéciale. Accueil traditionnel mémorable à Nukuhiva pour les plaisanciers participant au Rally International World Arc organisé par la World Cruising Club. 27 voiliers, monocoques et catamarans et leurs 110 membres d'équipage font escale aux Marquises. Au programme de la première journée, la découverte des savoir-faire marquisiens comme la démonstration de sculptures sur bois, le décortiquage et le râpage de coco ou encore une dégustation de fruits locaux. Voici une réaction recueillie sur place par Marie Curva. Aux Marquises, ils viennent pour rencontrer la population, ils viennent pour goûter le
quelqu'un qui vient, ils viennent pour visiter les vallées, donc ils ne restent pas sur leur bateau. Et ce qui est bien, c'est qu'ils bougent, ils ne restent pas longtemps dans la baie, ils bougent dans différentes vallées, différentes baies, dans les mouillages accessibles. Mais ils font des excursions, ils louent des voitures et tous les jours ils vont dans les restaurants, dans différents restaurants. Ils achètent beaucoup dans le marché qu'on a, les légumes, les fruits. C'est quand même une économie qui est non négligeable. Et après les Marquises, direction les Tuamotu, puis Tahiti pour les marins avant de se retrouver le 12 mai à Bora Bora. Le 10 mai prochain, un second rallye World Arc arrivera en Polynésie par les Marquises. Il s'agira cette fois de 34 voiliers et de 130 membres d'équipage. Tahiti a fait parler de lui à Singapour grâce à la belle prouesse des basketteuses tahitiennes. L'équipe féminine a décroché la première victoire de son histoire à la FIBA 3x3 Asia Cup en dominant le Sri Lanka sur un score de 17-13. Un match comptant pour les phases de qualification. Demain, les joueuses de Georgie Adams se rencontreront Hong Kong puis l'Inde. Chez les garçons, Tahiti sera opposé à l'Indonésie. 3 mois après le début de sa réalisation, la fresque olympique géante de l'école Teimoana Papeete a été inaugurée ce jeudi matin. Elle a été réalisée par 200 élèves aidés par des artistes Nini Rey et Pierre Motahi. La première est artiste peintre et le second artiste graffeur. Ce projet artistique rentre dans le dispositif Génération 2024 pour lequel l'établissement a reçu le label Or. Plus de détails avec Emmanuelle Pinet. Elle est enseignante et elle répond à Patita Savea. En classe, jusqu'au mois de décembre, on a fait des ateliers pour s'entraîner à créer, à faire des pochoirs, à apprendre à peindre et surtout à apprendre à peindre. La technique de peindre à plat et de peindre sur un mur est totalement différente. Donc il a fallu aussi que les enfants apprennent à transposer le travail qu'ils avaient fait à plat sur un mur. Donc ça a été un travail de longue haleine. Les enfants ont adoré cette rencontre avec les peintres et sont très fiers aujourd'hui de voir le travail aboutir. Et toujours en prévision des Jeux de Paris 2024, la semaine olympique et paralympique s'est achevée aujourd'hui à Moorea. Plus de 400 élèves se sont affrontés dans un trail. Des parcours allant de 1 à 6 km étaient dessinés au stade de Opunhau. On voit cela en image avec Hayar Itahiata et Jérôme Lee. C'est parti pour ce nouveau trail à Moorea. Contrairement au cross, les élèves courent ici en pleine nature, une découverte pour la plupart et beaucoup avaient hâte d'y participer. Une semaine qu'ils attendaient impatiemment cette rencontre. En 4e position, collège de Fire. Aujourd'hui, on est arrivé 4e. Cette épreuve a été difficile quand même pour nous parce qu'il y avait beaucoup de montées. Bon, la descente, ça va encore, mais il y avait surtout beaucoup de cailloux. J'ai bien aimé aussi le paysage, mais des fois, c'est les montées, ça allait difficile, avec quelques cailloux, mais j'ai apprécié ce bon moment. C'est super cette semaine, le trail, la venue ici, on fait sortir nos élèves du collège. Ils découvrent aussi le trail parce qu'ils n'ont jamais fait de trail de leur vie. Mais participer à cette journée n'a pas été simple pour tout le monde. Certains établissements scolaires ont dû se mobiliser depuis la veille. On a dû venir dormir une nuit hier soir pour se rapprocher de la gare maritime. Donc on a pu manger tous ensemble et ensuite dormir dans un grand dortoir. Et nous étions donc 3 établissements puisqu'il y avait donc mon collège de Taravao, mais aussi Paria et Papara. Mais l'objectif est atteint. Près de 400 élèves ont pu venir se défouler. Comme Neima, ici en orange, elle est muette et malentendante. Mais grâce à Marguerite, son accompagnatrice, elle réussit à terminer la course. Difficile pour elle, bon, c'est son premier, on a fait 1 kilomètre, bon, j'ai suivi son rythme. Je ne sais pas parler les signes, elle comprend. Je fais de mon mieux pour qu'elle comprenne, je lui dis, bon, un truc comme ça, cool, elle comprend, elle sait lire sur les lèvres. Cette journée vient clôturer ce festival sportif scolaire qui a mobilisé plus de 4000 élèves au total. C'est l'heure du bilan pour les organisateurs. Toute la semaine, on a travaillé sur l'inclusion. Je pense qu'on a réussi à changer le regard sur le handicap en faisant travailler dans le même espace, dans le même temps de pratique, des élèves valides, des élèves en situation de handicap. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a réussi.
Après cette première édition, la perspective d'un plus grand festival en 2024 se profile déjà. Il devrait cette fois-ci accueillir les élèves des îles et mobiliser plus de monde. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. Un plan de transition alimentaire pour une alimentation saine, durable et surtout moins coûteuse. Le plan de transition alimentaire 2024-2034 doit pouvoir l'offrir aux habitants, mais cela aura un coût qui reste encore inconnu. Le document propose entre autres la création d'une banque alimentaire à destination des ressortissants du RST résidant dans certains quartiers de l'agglomération. À la une de votre quotidien, demain, un sujet scientifique avec ce titre « Projet boracoustique, le monde du silence sur écoute ». Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À partir de demain, vous retrouverez Cybèle Plichard. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et à lundi, on se quitte sur ces chants interprétés par les élèves des écoles de Mahina et Hitiaa. Ils se sont réunis pour la rencontre chorale du cycle 3. C'était hier soir au Stade Vénus. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.